À vrai dire, être médecin a été une vocation pour moi. J'ai toujours eu un seul choix dans la vie, être médecin. Ah, je l'ai très mal vécu. Très très mal vécu. Ce qui a été difficile pour moi, c'était surtout le... Donc maintenant, on est arrivé, les aînés nous disent non, bûcher seulement pour valider, bûcher seulement pour... Comment je vais faire ça là? Donc j'ai trouvé une méthode. Quand les résultats étaient sortis, j'ai vu les résultats, j'ai éclaté en sanglots, j'ai pleuré. Voilà, je pensais pas que ça allait être dur comme ça. À un moment, je pense que non, même pas je pense, je parlais seule. Depuis toute petite, je voyais ma mère malade, je la voyais souffrante et je me disais, bon, je vais être médecin pour la soigner. Mais toi, qu'est-ce qui t'a poussé à faire la médecine? Si tu es quelqu'un qui a toujours voulu commencer tes études en médecine, la médecine te passionne, tu vois les médecins de leur blues, mais que tu ignores comment est véritablement ce domaine, ça c'est une discussion que tu ne veux pas du tout rater. Madame Amina, oui, beaucoup de gens te connaissent. Médecin sans tabou, le docteur ou la docteure qui partage beaucoup d'informations sur la santé et tout, oui. Mais surtout, les gens ils te connaissent pour ta positivité incroyable. En effet. Yeah. Ok. Pour ceux peut-être qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et nous dire d'où te vient en fait cette positivité? Bon, on va aller sur une brève présentation. Coucou tout le monde, moi c'est Amina Amadou, je suis médecin de formation. Je suis également créatrice de contenu santé. On me surnomme ministre de la joie parce que je propage la bonne humeur et la joie partout où je passe. Cette positivité me vient du fait où... Elle me vient d'où, ok? Il faut savoir que on a tous nos démons, on a tous nos soucis, plein de choses. Et moi, le moyen que j'ai trouvé vraiment pour avancer, pour avoir de l'espoir, pour avoir le courage d'avancer dans la vie, c'est me mettre en tête que quand tu es positive, tout va bien se passer. Ce que tu penses, c'est ce qui va arriver. Donc c'est comme ça que, avec le temps, j'ai eu cette habitude de toujours chercher le bon côté des choses, même quand c'est, disons, un malheur. Je cherche toujours le bon côté dans cette chose et je garde le sourire, je me dis que ça va aller. Machallah. Tu es médecin, oui, n'est-ce pas? Mais la question qui vient naturellement, qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans la médecine? C'est vrai qu'on me la pose assez souvent. Et quand je donne la raison, les gens se disent, bon, peut-être qu'avec le temps, ça a changé. Ça m'intéresse. Non, mais ça ne va pas changer du tout. À vrai dire, être médecin a été une vocation pour moi. J'ai toujours eu un seul choix dans la vie, être médecin. C'est-à-dire, c'est pas comme si je vais dire que j'avais deux choix où avec le temps, je vais réfléchir si je vais le faire, si je vais faire la médecine ou pas. Non. J'ai toujours voulu être médecin parce que depuis toute petite, je voyais ma mère malade, je la voyais souffrante et je me disais, bon, je vais être médecin pour la soigner. Et aussi, elle me payait souvent des jouets pour enfants. Pour les médecins là, et je jouais le docteur avec elle, tu vois un peu. Yeah. Et je me disais toujours, bon, il faut que je sois médecin pour pouvoir soigner maman, il faut plus que maman souffre, tout ça, etc. Et malheureusement aujourd'hui maman n'est plus, mais cette passion ne fait que grandir en moi, cette vocation, ça grandit. Je veux aider les gens, je veux être là pour les gens, je vais les aider à amoindrir leur douleur. Donc vraiment la médecine, c'est ma passion. J'aime la médecine. Waouh. C'est franchement la motivation la plus pure et sincère que j'ai entendue so far. Ah bon? Seriously. Ah bon. Ça me touche sincèrement. Mais attends, tu es médecin aussi. En formation, je précise. Bon, oui, c'est la même chose. Mais toi, qu'est-ce qui t'a poussé à faire la médecine? C'était pas du tout moi. T'inquiète, ici on ne juge pas, je te juge pas. C'était vraiment pas du tout mon choix. En fait, qu'est-ce qui s'était passé quand j'étais au primaire? Il y avait cette cousine, tu vois, elle avait, je pense, 3 années devant moi. À chaque fois à la maison, on me dit, par exemple, sur Nadia. Elle s'appelle Nadia, elle fait la médecine actuellement. On me dit tout le temps, par exemple, sur Nadia. Nadia, elle excellait sur tous les plans, académiques,
100%. Même dans la vie, quand tu vois Nadia, franchement, c'était un exemple. Donc, moi, tout le temps, l'exemple qu'on me disait, c'est suis Nadia, prends son exemple, fais comme elle. Nadia, elle a fait la série D. Ok. Tout naturellement, j'ai fait la série D. Je pouvais faire la série Parce que tu dois suivre Nadia. Exactement. Donc, Oui. consciemment et inconsciemment, je suivais l'exemple de Nadia. J'ai fait la série D. Après, j'ai appris que Nadia a fait la médecine. Tout Tu as naturellement, switché. je disais aux parents, je vais faire la médecine après mon bac. Mais il a fallu au lycée pour que je me rende compte exactement que, en réalité, je ne voulais pas de ça. Mais tu voulais quoi? Je voulais, en fait, c'était pendant le moment où l'entrepreneuriat, Ah oui, c'était... il y avait beaucoup de propagande autour de C'est ça qui l'entrepreneuriat. était vraiment à la mode. Donc, à un moment, je me souviens bien, j'étais avec le papa en haut, et puis je lui ai dit, papa, je ne veux plus de la médecine. He was like, ok, viens ici. Discutons, mon fils. Yeah, discutons. Parce que c'est vraiment quelqu'un de très calme, tu vois, quand il discute avec les gens. Viens ici, tu veux faire quoi? Il dit, je veux entreprendre. I was like, mais pourquoi tu veux entreprendre? Depuis longtemps, tu nous disais que c'était la médecine. La Pourquoi tu veux médecine, la entreprendre? médecine. I was like, franchement, je n'ai plus envie de la médecine, hein. Et deuxièmement, je veux suivre ma voie. Ouais. Ouais, un peu. Moi, je trouve que tu as eu beaucoup de chance d'avoir eu cette illumination de vouloir suivre ta voie. Parce que moi, sincèrement, quand j'ai eu mon bac, tout le monde me disait, mais attends, tu veux faire la médecine? Tu es sûr que tu peux? C'est difficile, c'est 7 ans, c'est dur, hein? J'ai dit, oui, je peux. Et je suis du genre, j'aime les défis. Quand tu me dis, je ne peux pas, mais en fait, c'est à ce moment que tu me fais comprendre, tu me donnes la force et le courage de te prouver que je peux et que je vais y arriver. 7 ans, quand même, c'est beaucoup, hein. Mais voilà, je suis à la fin. T'as vu, je suis à la fin. Ouais. En fait, quand tu te poses, tu vois, mais attends, tu te dis, mais waouh, le temps passe vite. Hein. Rien qu'avant-hier, bon, quand je dis avant-hier, genre, il y a 7 ans de cela, j'étais une bleue. Première année. Les bleus, oui, les bleus. Oui, exactement. Mais maintenant, tu vois, genre, je suis l'aîné de quelqu'un. Quand je pars à l'hôpital, j'ai des juniors. Tu vois. Non, mais franchement, moi, contrairement à toi, on a même voulu me dissuader de faire la médecine. Ah oui. Non, heureusement, j'étais vraiment sur mon point. J'ai dit non, médecine ou rien. Je veux rien faire si c'est pas la médecine. On m'a même dit, bon, change de filière, comme ça tu pourras aller à l'étranger étudier. J'ai dit non. Si c'est pas pour aller faire médecine à l'étranger, je bouge pas. Je reste ici faire la médecine. Wow. Et je t'avoue que je voulais pas faire la médecine ici. Hein. Ah, moi, franchement, je voulais faire la médecine, mais pas à Niamey. J'avoue que la médecine à Niamey, elle est particulière et je pèse mes mots. Très particulière. Hein? Très particulière. Mais je veux un peu plus savoir sur ton parcours, de la première année à là où tu es actuellement. Chaque année, elle est différente. Ça, c'est clair. Chaque année, tu vis des choses. Chaque année, l'expérience, elle est différente. Ouais. La tienne, elle était comment? Du début jusqu'à maintenant? Ah là, ça va être une longue histoire, mais on va essayer de résumer quand même. Yeah. La première année, franchement, tout le monde disait que bon, les gens la trouvaient difficile, moi non. Moi, la première année a été très soft pour moi. Franchement, quand je le dis à chaque fois, les gens se demandent mais comment? C'était la passion du début ou bien autre chose? La passion du début, et j'ai gardé mon organisation depuis le lycée. En fait, je suis très carrée, très organisée. Même pendant mes révisions, 1 heure de temps pour ça, 5 minutes pour ça, 15 minutes pour ça. Donc, j'ai vraiment gardé cela en première année. Et oui, bien évidemment, j'ai amélioré j'ai changé de méthode, puisque pour trouver la bonne méthode, il faut essayer plusieurs méthodes afin de savoir celle qui vous sied. Il y a beaucoup de matière en première année, donc énormément de matière. Donc, il a fallu que je trouve le moyen de bien réviser, de bien assimiler les choses, sans que... Franchement, moi, je l'ai trouvé soft. Ce qui a été difficile pour moi, c'était surtout le transport. Le transport, c'est-à-dire prendre, parce que je prenais le bus. Et je prenais vraiment, j'ai été une étudiante à part entière. Réveil à 6 h du matin pour aller à l'arrêt de bus, prendre le bus pour être coincée. Ouais, du coup, je rentrais à la maison épuisée, fatiguée. Et souvent, on entre à la maison entre 20h et 21h. Exactement. Yeah. Exactement. Au début, en fait, à la maison, ils pensaient que j'allais quelque part avant de rentrer. Mais une fois, j'ai juste dit à quelqu'un de venir avec moi.
Genre de venir, comment ça s'appelle? J'avais une cousine à moi qui était venue à la fac et ensemble on est entré dans le bus pour venir à la maison. Ils ont vu qu'on était venus à la même heure. Parce qu'en fait, les bus, ils doivent faire des arrêts. Les bus bougent souvent après la prière de Maghrib. Et nous, les cours, ils finissent à quoi? À 18h, parfois à 18h moins. Donc, et on marchait de la FSS jusqu'à l'arrêt de bus. Non, il y avait la fougue là. Hein? On a vécu la même chose. Et c'était loin. Ouais, en fait, franchement, c'était loin. C'était vraiment du sport. Hein. Vraiment, tu as ta dose journalière de sport en fait. À chaque fois, je dis, faites 30 minutes de marche. Non, mais si vous marchez de la FSS jusqu'à l'arrêt de bus, c'est bon. Ça suffit, ça suffit. Franchement, pour moi, la première année, c'était soft. Moi, je trouvais que c'était pas difficile pour moi. Et j'ai validé sans session, j'étais tranquille, j'ai passé mes vacances à l'aise, tout ça, tout ça. Deuxième année, il y avait eu la session générationnelle. Tu te rappelles, non? Oui, oui. Voilà, la session générationnelle, toute notre session est revenue en session. Ce qui fait qu'on avait les matières de la première session, de la deuxième session en session. On s'est battu quand même, on a tous validé. On est arrivé en troisième année. Il y avait toujours le bus? Non, troisième année, oui. Deuxième année, oui, je prenais toujours le bus. Maintenant, quand je suis arrivée en troisième année, j'ai vu que, franchement, il faut que ça change. Là, j'ai commencé à prendre taxi 200 francs pour aller au grand marché. Maintenant, du grand marché, je prenais les taxis de Hawabanda, 300 francs pour arriver à la fac. Ah, oui, d'accord, ok. Oui. Et maintenant, au retour, je faisais pareil. 300 francs pour arriver au grand marché. Et ensuite, du grand marché à la maison, on m'emmenait à 200 ou 300 francs. Ok. Parfois. Donc, tu as su en fait trouver une solution. Exactement. C'est comme ça que j'ai fait. Et en troisième année, en fait, chaque année a sa particularité. Effectivement. Ce qui est assez simple avec la troisième année, non, pas simple, je dirais, ce qui est assez un peu compliqué avec la troisième année, c'est la sémiologie qui est là, qui s'ajoute. C'était en troisième année ou quatrième année. C'était en troisième année. Troisième année, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que le système, à la fac de médecine, il faut que tu aies la moyenne. N'est-ce pas? Maintenant, quand tu as la moyenne, jusqu'à la troisième année, ou bien, maintenant, quand tu as la moyenne, quand tu n'as pas la moyenne, tu dois avoir plus de 6, non? Non, quand tu as la moyenne, tu dois avoir plus de 6 par matière pour valider. Maintenant, quand tu n'as pas la moyenne, tu dois avoir plus de 10. Maintenant, je ne sais pas par quelle magie. Je suis venue, je n'ai pas eu la moyenne. Wow. Oui, je ne sais pas comment ça s'est passé non plus. Et ce qui fait qu'il y avait des matières où voilà, je n'avais pas plus de 10. Donc, j'ai ramené 11 matières en session. J'étais là, je faisais la dure. Mais non, ça fait rien, ce n'est rien. Tu vois, la positivité là, tu vois. Il y avait mes camarades avec lesquels on faisait le travail de groupe, ils me disaient, ils étaient choqués en fait. Parce qu'on faisait le travail de groupe ensemble. Ils connaissent mes capacités, ils savent en fait. On travaille ensemble. Quand il y a des matières, on fait les exposés, on s'explique les choses, tout ça, tout ça. Donc, quand j'ai ramené des matières, 11 matières, ils étaient choqués. Je leur ai dit non, vous en faites pas les gars, je vais gérer. Je vais te dire quelque chose. Quand on a un camarade qui amène beaucoup de matières, dans notre tête, c'est directement le camarade ne va pas valider. Donc, on te regarde avec un peu de pitié, tu vois. Laisse-moi te dire, s'il te plaît. 11 matières, je les ai toutes validées. Seriously? Toutes sans exception. Et je suis passée. Je n'ai pas amené de crédit. Tu sais qu'en troisième année, tu ne passes pas avec crédit. Je les ai toutes validées. Et je suis arrivée en quatrième année. En fait, je pense que c'est, comme tu l'as dit, eux, je pense qu'ils se disaient, mais attendez, comment elle va faire? Dans ta tête directement? Non, mais après, ils connaissent mes capacités. Ils savent que c'est pas comme si je ne bossais pas, en fait. Et franchement, pour les révisions de la troisième année, ça n'a pas été facile, hein, pour les sessions. J'étais tombée malade, j'étais entre palus, rhume, tout ça. Mais t'inquiète, je gérais la situation. Jusqu'en troisième année, tu as appliqué la même méthode qu'en première année ou bien tu as changé? J'ai changé. J'ai changé de méthode. En fait, en première année, à partir de la première année, je voyais les gens faire les résumés, tout ça. Non, pas les résumés. Je voyais les gens faire le bushing. Et moi, en fait, avec l'habitude de la terminale du lycée, je suis quelqu'un, tant que je ne comprends pas, ça ne reste pas. Donc maintenant, on est arrivé, les aînés nous disent non, bûcher seulement pour valider, bûcher seulement. J'ai dit, comment je vais faire ça là? Donc j'ai trouvé une méthode. Je bûche et j'écris. C'est-à-dire, je lis la partie du cours, je bûche ça, et puis j'écris. Ta propre compréhension? Oui. Ok. Tu vois un peu? Du coup, quand j'écris, j'ai compris ce qui a été dit dans le cours. Et à un moment donné, quand les examens approchaient, je n'avais plus le temps d'écrire. Donc là, je regardais les vidéos sur YouTube pour comprendre chaque thème,
quand on m'explique le thème, c'est bon, j'ai compris. Je prends mon petit bout de papier, je note les grands points, j'ai compris déjà. Donc maintenant, le cours, vu que les professeurs, ils aiment souvent qu'on leur mette les choses point par point, syllabe par syllabe. Donc je pars, je bûche le cours. Au moins, j'ai compris. Que je n'ai jamais aimé en fait moi, avec non. certains profs. Ça m'a fatigué, ça a failli me fatiguer, mais j'ai vite trouvé la technique, la méthode en fait. Ce qui fait que quand je comprends le cours, c'est bon, je peux bûcher facilement. Ok. Oui, et du coup, même quand tu viens voir pour me poser des questions, je peux te l'expliquer facilement en fait. Ou même quand tu te perds, parce que souvent quand tu bûches, tu peux te perdre quand tu oublies un petit mot. Donc quand je me perds avec la compréhension, je me rappelle et le mot revient. J'arrive à mettre ça. Tu vois un peu. En 4e année, bien évidemment, ça a changé. 3e année, ça a changé. Maintenant, j'ai commencé en 4e année avec les résumés. Moi-même, je prends les cours, je résume. Ton propre résumé? Oui, je résume. Ce qui fait que maintenant, c'est-à-dire, je ne travaille plus avec le cours, je travaille avec mon résumé. Et bien évidemment, j'ai continué aussi à regarder les vidéos sur YouTube, des vidéos d'explication pour mieux comprendre tout ça. J'avoue que des fois, franchement, les vidéos YouTube, ça, en fait, ils expliquent ça avec tellement de clarté et avec des systèmes mnémotechniques. C'est très facile à garder. Personnellement, ECG. Ah, laisse. Tu n'es pas le seul. Hein. ECG. Je ne sais pas c'était quelle chaîne, mais franchement, c'est ça qui m'a sauvé. Moi, jusqu'en 7e année, je travaille avec les chaînes YouTube. Je travaille avec les chaînes YouTube parce qu'en fait, je sais pas, j'ai une mémoire photographique, comme on le dit. Quand je vois les choses, ça reste plus longtemps. Quand je vois et j'entends. Souvent même, je mets des audios, je mets mes écouteurs, je les écoute jusqu'à ce que le sommeil me prenne. Tu vois. Et souvent, quand je me réveille le matin, j'ai encore la mémoire fraîche. J'écoute encore les vidéos. En fait, ça reste plus longtemps que les cours qu'on lit. Et avec le terrain, la 7e année, tu maîtrises encore plus. Parce que tu vois les choses, tu sais ce que c'est exactement, tu sais comment différencier les choses. Ah, qu'est-ce que tu veux? 4e année, la méthode a changé, bien évidemment. Maintenant, 5e année. Attends, comment était ta 5e année, toi? Pourquoi tu ris? Non. Fais ça avec toi d'abord. Non. Toi, dis-moi comment. Actuellement, je suis en 5e. Oui, mais comment tu l'as vécu? Je suis en 5e. Comment je la vis? Comment tu l'as vis, excuse-moi? J'avoue que je sens comme si c'est un piège comme étant. Ok. Tu vois, tout celui que je croise, chaque aîné que je croise, je cause beaucoup avec mes aînés. Right? Chacun me dit, 5e année, c'est l'année la plus difficile. Concentre-toi à maîtriser la gynéco d'abord. Si tu veux oublier le reste, il y a beaucoup de choses à bûcher. Moi, jusqu'à présent, je la trouve vraiment très light. Very, very light. Je sens qu'il y a un piège qui m'attend. Il y a un mini piège, c'est ce que tu te dis. Non, il y a un énorme piège qui m'attend. J'ai un flair. Pour le moment, c'est facile. Hein. Mais j'ai un flair, je sens qu'il y a quelque chose qui m'attend. J'ai été dans la même situation que toi, sincèrement. Moi, je l'ai trouvé très simple, très facile. Parce que quand on est venu, ah oui, la 5e année, gynéco. Gynéco, ne blague pas avec gynéco. Bien évidemment, j'ai pris les conseils. Gynéco, je révisais, je faisais bien mes stages, je faisais bien mes résumés, je regardais bien les vidéos sur YouTube. On faisait il y avait les travails de groupe qu'on faisait, le travail de groupe qu'on faisait avec les camarades, tout ça, etc. Donc, franchement, ça va, quoi. Et même au moment des examens, je te jure, alhamdoulilah, par chance, il arrivait que les questions qu'on pose, ça arrive toujours à la partie que j'ai soit lu avant d'entrer en salle, ou que j'ai... Tu vois un peu des trucs comme ça. Tu t'es trouvée chanceuse? Exactement. Je me trouvais vraiment chanceuse à la 5e année. Quand on est sorti, je me rappelle de gynéco, les gens se plaignaient que les professeurs n'ont pas été tendres avec nous. Moi, j'étais là, je me demandais, bon, qu'est-ce que les gens appellent ne pas être tendres avec nous? Parce que moi, franchement, les questions étaient simples. C'était vraiment easy pour toi? Oui, et j'étais contente, je prenais mon temps, j'ai bien répondu aux questions, bien tranquille. Donc, jusqu'à présent, c'est l'histoire. Imagine mon choc. Quand on vient au PV, je vois que, ok, j'ai gynéco et neuro. Ça a été un choc pour moi. Depuis la première session? Oui. Ok. Franchement, je ne m'attendais pas à ramener neuro. Ok, gynéco, déjà, je me dis, bon, d'accord, dis-toi que
c'est quelque chose qui peut arriver parce que les gens t'ont déjà prévenu que gynéco... Tout le monde en parle, ça. Tout le monde en parle, exactement. Et on ne connaît pas comment les professeurs ils corrigent, on ne connaît pas la répartition des points, etc. Donc peut-être que si tu as bien travaillé là-bas, tu n'as pas bien travaillé ici, il se pourrait que l'autre où tu as bien travaillé, c'est lui qui a la plus faible note. Et genre, gynéco, je lui trouvais des excuses, en fait. Mais neuro, je suis désolée. Non, je ne trouvais pas d'excuses à neuro. J'ai pris mon mal en patience, je me suis dit, bon, écoute, là, il n'est pas temps, c'est pas le moment de vraiment réfléchir, te poser des questions. Remets-toi à la tâche, fais comme si c'est la première fois que tu vas composer. Et je me rappelle, j'ai une amie à moi, Nafisa, on est tout le temps ensemble. Elle a repris, elle aussi, gynéco et neuro. Ok. Comme moi. On a repris les mêmes matières. Donc, on révisait ensemble, tout ça, tout ça. On est parti en session, coup du sort. Je ramène encore gynéco et neuro. Ah oui, ça passe souvent. Ah, je sais pas. Je te jure, jusqu'aujourd'hui, j'essaie de comprendre, je n'arrive pas à comprendre. Donc, quand les résultats sont sortis, si tu as 2 matières, ça veut dire que tu redoubles l'année. Parce que le système, en fait, il change à partir de la 4e année. Exactement, le système il change à partir de la 4e année. Il faut savoir qu'à partir de la 4e année, ce n'est plus la moyenne générale. C'est-à-dire que tu dois avoir 10 par matière. Et tu n'as la chance de passer qu'avec un seul crédit. C'est ça en fait. Si tu as 2 matières, ça veut dire que tu redoubles l'année. Donc ça aurait été que j'avais juste gynéco, j'allais passer. Ou juste neuro, j'allais passer. Mais les 2, ça passe pas. J'ai repris l'année. Mon ami aussi a repris l'année avec moi. Wow. Ce qui fait que c'était un goût amical, quoi. Comment tu as vécu ça? Ah, je l'ai très mal vécu. Très, très mal vécu. Et tu me connais avec ma positivité. Quand mes amis m'écrivaient « Nina, ça va ?» Je leur dis « Non, vous en faites pas. Vous savez, Dieu connaît mieux que nous ce qui se passe. » etc. En fait, c'est moi qui les réconfortais. C'est moi qui les rassurais. Quand les résultats étaient sortis, j'ai vu les résultats. J'ai éclaté en sanglots. Wow. J'ai pleuré toute la maison. Mes sœurs, il y avait mes sœurs qui étaient là qui disaient « Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures ?» L'autre se disait même peut-être qu'on m'a annoncé le décès d'une amie ou quelqu'un, tout ça. En fait, tout le monde se demandait pourquoi je pleurais. Je leur ai dit, voilà, j'ai redoublé l'année. Elles étaient toutes choquées, en fait. Choquées à quel point? Choquées, je sais pas, moi. Choquées en mode, j'ai jamais connu de redoublement dans ma vie. Justement, c'est ce que j'allais dire, en fait. Quand tu as un parcours excellent. C'est ça, en fait. Et que pour la première fois, tu redoubles. Même la famille, en réalité, elle est choquée. Je te jure, cette histoire, je n'ai jamais pensé que je pourrais la raconter comme ça, avec humour, tu vois, sans avoir un pincement au cœur. Parce qu'il y a encore 1 an, quand je la raconte, c'est-à-dire quand j'explique pourquoi tout ça, j'ai un pincement au cœur. Ça fait mal, en fait, tu vois. Donc, mes sœurs, elles étaient vraiment choquées. Elles étaient choquées. En temps, je me rappelle, il y avait mon père qui était en déplacement. Elles l'ont appelé pour lui dire, il y a Amina, elle a redoublé l'année, il faut l'appeler, il faut la rassurer. Il m'a dit, non, mais pourquoi tu pleures? Il dit, c'est pas la fin du monde. Il dit, nous savons très bien que tu bosses très bien. Et que si c'est arrivé, c'est qu'il y a une bonne raison. Dieu a quelque chose qu'il a prévu pour toi. Il est en train de te protéger de quelque chose. En fait, j'avais juste besoin que lui, il me parle. Parce que je me disais intérieurement, c'est bon, j'ai déçu mon père. Tu vois? Et tu avais quand même la chance qu'il te comprenne. Oui. Je te jure, c'est ce qui m'a vraiment aidé à tenir. Parce que quand il m'a dit ça, j'ai dit ok. J'ai pleuré, je pense, environ 30 minutes. Hein. Mes yeux, ils ont rougi, ils ont enflé. J'imagine en fait le visage. Mes yeux, ils ont enflé. Et j'ai pleuré. Quand j'ai fini de pleurer là, je suis quelqu'un, je noie mon stress dans la nourriture. J'avais encore espoir que ça soit une erreur. Oui. Parce qu'après, normalement, il y a les réclamations aussi. Oui. J'avais espoir que ça soit une erreur. Tu vois, je me dis, bon, écoute, c'est une erreur. Ou bien tu as mal vu. Va manger, regarde quelque chose, détends-toi, après, reviens. Je pense à chaque fois, l'expérience, elle est un peu similaire. À chaque fois. Je suis partie. Il y avait un film d'horreur qui passait. Je dis, ouais, tranquille. Quelque chose pour me ramener à la réalité, quoi. Je suis partie devant mon film d'horreur, je mangeais, j'ai bien mangé. Je pense que la nuit, là, j'ai mangé 3 fois la nuit, là. Tellement, tu sais, quand je stresse, en fait, je mange beaucoup. Oui. Je me réveille le lendemain matin. Je regarde le PV, là, je me dis, ouais, c'est vrai. Tu vérifies encore. Je dis, ouais, c'est vrai. Non, mais franchement, c'était un gourmet, mais...
Ça a été difficile, hein? C'est difficile. Heureusement que j'avais ma famille et mes amis qui m'ont beaucoup soutenue. Je me rappelle, je pense que j'ai... moi, la période là, à un moment, je pense que je parlais... Non, même pas je pense. Je parlais seule. Ah oui, parce que je m'y attendais pas. Genre, c'est-à-dire, je m'y attendais pas du tout. Je connaissais pas ce que ça veut dire de redoubler. Je savais pas ce que c'était. Donc, c'était une nouvelle chose pour moi et il fallait que je m'y adapte. Il fallait que je trouve le moyen de m'y adapter. Je le devais. Je ne pouvais pas me permettre de me laisser aller, de m'apitoyer sur mon sort, tu vois. Parce que je me disais qu'il y en a eux, ils n'ont même pas eu la chance d'arriver en 5e année. Il y en a qui... En fait, je m'estimais chanceuse malgré que j'ai redoublé l'année. Ça faisait mal, ça faisait hyper mal. Heureusement, j'avais mes amis, comme je le disais, mes amis, ma famille, qui à chaque fois me rappelaient cela. Ils me disaient, oui, c'est vrai, il y a tes amis qui sont... C'est-à-dire, tes amis, ils ont validé, mais ça ne veut pas dire que tu es en retard. Ce n'est pas la fin du monde non plus. Tu es très forte, tu es courageuse. Nous savons toutes ici, parce que ce sont des filles pour la plupart, il y a des hommes aussi. Nous savons toutes ici que tu bosses, que tu es travailleuse, etc., etc. Prends du recul, prends du temps pour toi. Dis-toi que, en fait, Dieu est en train de te préserver de quelque chose. Je me disais cela. Je croyais en cela. J'ai énormément invoqué pour que Dieu apaise mon cœur. Énormément, parce que ça m'a rendu aigrie. Ça m'a rendu aigrie, mais... J'avoue que, en fait, le début, l'expérience, elle est toujours la même. N'est-ce pas? Mais comment toi, tu as réussi à le surmonter? L'extérieur, ton entourage, il t'a beaucoup aidé. Énormément. Énormément aidé. Et surtout la foi que tu as. Je te jure. Ouh, c'est ça qui m'a beaucoup aidé. En fait, je passais mon temps à dire Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et je répétais aussi souvent Alhamdulillah, Subhanallah, Wallahu Akbar, Astaghfirullah. Je répétais ça souvent, tu vois. C'est-à-dire, Alhamdulillah, pour remercier Dieu pour la grâce, toutes les grâces qu'il a mis dans ma vie, toute la bénédiction, tout ce que j'ai pour ma famille, tout ça. Et Astaghfirullah, parce que je lui demandais pardon d'avoir été ingrate envers lui aussi, tu vois. Parce que quand les résultats sont sortis, je me disais, mais pourquoi moi, je ne mérite pas ça, nani, nana, tout ça, etc., etc. Bref, tu vois, tu sais, l'être humain, hein, il est ingrat, en fait. Et ta 6e année? Ah, ça va, hein? 6e année, j'ai comme l'impression que c'est l'année la plus relaxe. Non, hein. Ouais, c'est un piège. How? C'est un piège. Parce que, avant, les stages n'étaient pas obligatoires. À 6e année? Oui, et je pense que c'est avec notre promotion. Bon, quand je dis pas la promotion, genre la promotion de vraiment mes camarades avec lesquels on est ensemble, je pense que c'est avec notre promotion que les stages ont commencé à être obligatoires. Ok. Oui, et à ce niveau, en fait, vraiment, c'est-à-dire que tu peux valider toutes les matières. Si tu n'as pas validé les stages aussi, on peut te recaler. Et normalement, tu ne passes pas en 7e année si tu n'as pas évacué tous tes crédits, n'est-ce pas? Exactement, tu ne passes pas. Voilà. Tu ne passes pas. Et figure-toi que quand j'ai repris la 5e année, c'est-à-dire que j'ai repris toute l'année avec uniquement 2 matières. Et, je me rappelle. I know what it feels. Je te jure. J'ai exactement fait la même chose. Je te jure. Et la veille pas la veille, le jour où même je devais composer la matière de neuro, en fait, c'est avec le redoublement là que j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse. Tu vois, c'est-à-dire, oui, j'acceptais, mais mon subconscient, lui, le refusait que j'ai repris l'année. Tu vois ce que je veux dire? Et il y avait un stress supplémentaire, une pression supplémentaire que je me suis mise. C'est-à-dire, en composant les 2 matières aussi? Oui, genre je me suis dit, je dois valider, je dois pas décevoir, je dois, tu vois? Franchement, je ne pensais pas que redoubler faisait aussi mal. Genre maintenant que tu me l'expliques. C'est maintenant que tu te rappelles. Non, en fait, moi je l'ai vécu différemment. Sérieux? Franchement. Mais finissons avec toi. Donc, comment ça tu l'as vécu différemment? Explique. Je l'ai vraiment vécu différemment. Genre tu l'as bien vécu, tu te disais que tu le méritais. Bon, on va reprendre depuis le début. Tu vois, première année, on était venus. J'étais toujours dans ma phase de rebelle. Franchement, pourquoi on m'a envoyé faire la médecine? J'aimais pas du tout. Donc, même quand tu voyais comment je m'habillais, c'était vraiment. Ça sentait la rébellion. Ouais. Donc, première année, c'était une année plutôt chill.
relax. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de matière. Oui. Surtout à l'examen, c'était un peu beaucoup, tu vois. Oui, c'est souvent à l'examen que tu ressens la pression en fait. Mais c'était plutôt calme, relax. J'avais repris une matière. En session, j'avais la biochimie, je pense. Oui, c'est vrai que ça ramène quand même pas mal de temps. Donc la biochimie, je ne m'attendais pas du tout à la ramener, mais je l'ai ramenée. On va savoir pourquoi. Mais je l'ai validée. Deuxième année, j'étais toujours dans ma rébellion. Pour moi, je qualifie ça de rébellion parce que c'est comme si j'acceptais toujours pas le fait de faire la médecine. Je voulais toujours faire autre chose. Et deuxième année, c'était en ce moment que ça s'est accentué, tu vois. J'ai commencé à beaucoup développer mes compétences qui ne sont pas du tout liées à la médecine. Et je me plaisais bien dedans. C'est ça. Voilà, je me plaisais vraiment très bien dedans. Donc, deuxième année, ça va, je suivais les cours. J'étais vraiment très assidu. Jusqu'à deuxième année, je pense que j'avais repris une matière encore en session que j'ai validée. Troisième année, c'était l'année la plus facile au monde. La plus facile. En fait, je vais te dire, hein, on a un peu eu le même parcours académique. Jamais connu de redoublement. Oui. Toujours excellé. Oui. Troisième année, j'assistais même pas à tous les cours. Hein, pour être honnête avec toi. Je venais à l'examen, je composais comme je voulais. Tranquille. Et puis c'était l'année où j'ai validé sans session. C'est comme, en fait, si tu remarques, ceux qui ne se mettent pas de pression, c'est ce que tu t'es dit. C'est ce que tu t'es dit. Franchement, je la prenais légèrement jusqu'en troisième année. Et donc, quand je l'ai passé sans session, je me disais, bah, ça va être la même chose jusqu'à la fin. Donc, quatrième année, c'était là le piège. Donc, mes activités en dehors de la médecine, ça commençait à rapporter de l'argent. C'était un piège. Et donc, moi, en fait, je négligeais tout. Franchement, je négligeais tout. J'attendais jusqu'à les 10 jours là, qu'on en avait l'examen. Pour aller. Et ça, c'est un piège. Un énorme piège. Premier examen, j'ai composé comme en troisième année. Relax. Une question, comme je trouve qu'elle est assez compliquée, je me dis ce que je connais, je passe. QCM, je coche ce que je connais et je passe. Ah ouais. Like, franchement, dans ma tête, c'était l'échec n'était pas du tout une option. Quatrième année, on était là. Est-ce que j'ai assisté à 20% des cours? Pour te montrer à quel point c'était chaud. Heureusement, en quatrième année, on te montrait les résultats de S1. Oui, pour que tu puisses t'apprêter pour S2. Voilà. Donc, S1, c'était comme j'ai ramené une seule. Donc, c'est ça encore qui m'a encore plus mis dans le piège. Oui. S2, je pense que j'ai tout ramené. Ah oui, c'est le piège. J'ai tout ramené. Quand le PV sortait, voilà, le premier, donc tu avais les 5 manières, ma matière, ça va. J'ai encore composé avec le même état d'esprit. Je ne vais pas reprendre. Tranquille. On a composé S2 et je me souviens le jour-là, il y avait mon petit frère, le tout petit. Il était hospitalisé à l'hôpital de la Mort. Il y avait la mère qui était là et j'étais parti les visiter. Bim. Les résultats on envoie les résultats de le groupe. D'habitude, je ne stresse pas. Mais comme je sais que l'année-là était un peu particulière, je stressais un peu. J'ai pris le téléphone, je cherchais mon nom. Et bizarrement, c'est quand tu cherches ton nom que tu as du mal à le trouver. Oui. Je cherchais. D'abord, j'ai faufilé. Je ne l'ai pas trouvé. Je suis encore reparti. J'ai cherché encore. J'ai vu mon nom finalement. Maintenant, il fallait checker. Parce que les matières que tu n'as pas validées, on te met une case noire. Oui. Exactement. On te met une case noire. Donc, j'ai vu une première case. I was like, ok. Allons-y. Plus j'avance, j'ai vu une deuxième case noire. Et je me suis tué. Je ne savais pas du tout comment l'annoncer. Parce que chez nous, en fait, le niveau d'excellence, il devait être là. C'est toujours, en fait, comme ça quand tu viens d'une famille où, voilà, quoi, on a l'habitude de savoir que tu es toujours excellent. En fait, les gens ne peuvent même pas se mettre en tête que tu vas reprendre. C'était pas une option. Exactement. C'est le mot exact. J'étais devant ma mère le jour-là. Elle n'a rien su. Et elle l'a su comment? Pour le moment, elle n'a rien su. J'ai pris ma moto et j'étais sorti de l'hôpital. Juste en sortant, je vois 2 amies filles. On était plutôt comme ça avec elles, tu vois. Oui. Et elles me disent, la première fois, elle me dit, Hamid, les PV sont sortis. Félicitations. Je l'ai regardé, je l'ai souri. Et top, on se voit l'année prochaine, voilà. Je lui dis,
frère, je n'ai pas validé. Et je souriais quand même. Oh. Elle me regardait, mais comment est-ce que tu souris? C'est ce Attends, que... tu es sérieux, Hamid? Oui. Attends, comment tu souris? I was like, franchement, j'ai pas validé. Si tu veux, il faut aller vérifier. Hamid, elle essaie de me consoler. J'ai dit, Gouné, ça va. Jusqu'à... Ça faisait pas du tout mal. Oui, au moment là, ça fait pas mal toi Pas du aussi. tout mal. J'étais rentré à la maison, les parents m'ont rien su. Je pense qu'il a fallu 5 jours, voire une semaine après. Et c'est le papa qui m'a dit, ok. Et j'étais un peu aussi, tu vois. Oui, yo Allah. Il dit, c'est tout. J'ai tort. Je reprends l'année. La maman était à côté. Quand tu es cahier de doublé. Ouais, quand tu es cahier de doublé, non. Quand tu dis je reprends l'année, ça fait moins mal. C'est plus facile à digérer. Oui, mais cahier de doublé, non. Quand tu es cahier de doublé, on a que l'état. Et puis voilà. Je pense après, c'est eux qui ont informé mes petits frères que... Mais est-ce que tu sais que cette phrase-là de cahier redoublé, c'est moi qui la disais aux gens. Genre, j'ai redoublé. Pendant que ça ne faisait pas mal ou bien... Genre, je t'ai dit que le jour où ça s'est passé, j'ai pleuré, après j'ai regardé un film, j'étais dans le déni. J'ai dormi, je me suis réveillée, je me suis rendu compte que, ah, c'est vraiment vrai. J'ai digéré 1, 2, 3 jours après. J'ai trouvé une alternative. C'est en ce moment que j'ai commencé à être modèle photo. Il fallait que je trouve quelque chose pour m'évader. C'était ta manière à toi de canaliser ce stress. Exactement. C'était ma façon à moi de canaliser le stress là. Déjà, avant que les résultats ne sortent, tu sais que je fais le henné. Donc, je faisais mon henné, tout ça, etc. Avant que les résultats ne sortent, hein, je faisais mon henné parce que j'étais du genre... Le henné est là, les études sont là, les stages sont là, on ne mélange pas les deux. Quand c'est pour étudier, il faut étudier. Quand je finis mes examens, ok, je peux me concentrer sur le henné. Et l'année là, je me rappelle, on avait vite fini et les résultats n'étaient pas vite sortis. Donc j'avais eu, je pense, 2 mois et demi comme ça, où je faisais vraiment du henné, je gagnais mon argent, tout ça. C'était l'année où il y avait eu Tamamou et j'étais partie, j'étais hôtesse. C'est l'année où j'étais hôtesse à Tamamou, tout ça là, tu vois un peu. Non. Hôtesse ou bien le visage? Non, hôtesse. Okay. Le visage, c'était après. C'était lorsque j'ai repris la 5e année. J'avais repris la 5e année, donc j'avais plus de temps libre. Oui. Tu vois un peu. Et avec 2 matières, exactement. En fait, c'est comme si tu n'avais rien à faire. Et je te jure, non, mais il y avait les stages. Il y avait les stages. Parce que quand ça s'est passé, c'est en ce moment que j'ai trouvé le moyen de canaliser ça en fait sur être modèle photo. C'est là-bas que j'ai trouvé le moyen de canaliser ça. Et je me rappelle, il y a mon amie qui a une marque de vêtements. La marque de 2-7. Donc, elle avait des photos qu'elle devait faire pour sa marque de vêtements. Tu comprends? Donc, je lui ai dit, si elle en avait besoin, moi, je peux venir, il n'y a pas de souci. C'est là que je suis partie, on a fait les photos. En temps, elle, ses résultats sont sortis. Elle avait validé, elle devait être en 7e année. Ah, je suis trop contente pour elle. Donc, en fait, j'ai accepté les choses. Mais je pense que mon subconscient, lui, il n'a pas accepté. Tu vois un peu ce que je veux dire? J'ai trouvé le moyen de canaliser ce stress. J'ai vu ma belle vie, ma best life. Quand je partageais même mes stories, mes camarades, ils étaient choqués. Et je me rappelle, il y avait des bruits de couloir qui circulaient. Amina, elle a redoublé l'année, mais c'est comme s'il n'y a rien. Elle vit sa vie, elle est heureuse, elle est contente. En fait, ma bonne humeur, ça... Je sais pas, ça étonnait les gens. Est-ce que tu as eu ces camarades? Donc, vous n'avez pas l'habitude de beaucoup parler, mais parce qu'ils ont appris que tu as redoublé, qu'ils viennent t'écrire pour te consoler. Si. Ah, mais après, tu sais. Et comment tu réagis? Je suis cash, hein. Oui. Tu leur réponds quoi? Amina, comment tu vas? Ça va? C'est comment les résultats? J'ai redoublé. Je te promets. En fait, quand je dis j'ai redoublé, c'est comme si tu sens que ça bloque la personne. Ouais, yo, Amina. Du courage, tu sais, ça va aller, qu'Allah fasse. Je dis non, c'est que j'énerve le plus. Je lui dis, t'inquiète, t'en fais pas. Dieu sait ce qu'il me réserve. Moi, j'ai déjà accepté mon sort. Je me rappelle, il y avait même un de mes potes. Lui, il était tellement choqué de ma bonne humeur, de comment je consolais les gens. Il dit, en fait, Amina, tu me stupéfais. Il dit, il y a des gens qui sont dans la même situation que toi, qui s'affolent, qui s'alament. Mais toi, tu as accepté les choses, tu fais confiance à Dieu. Tu sais que s'il a fait ça, c'est parce que si, parce que ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je pleure, que je... Bon, j'ai dit, bon, j'ai pleuré, hein, ça suffit. Mais après, je ne peux pas m'apitoyer sur mon sort, en fait. Je peux pas... Ma vie ne peut pas s'arrêter à ça.
Je dois continuer à vivre. Et je dis, en plus, si tu regardes, c'est une opportunité certainement pour moi de faire beaucoup de choses. Et je te jure que quand j'ai repris la 5e année, j'ai eu tellement d'opportunités. Tellement d'opportunités. Justement parce que tu as tellement de temps. Est-ce que tu as assisté au cours que tu as repris? Non. Voilà. Non. Non, je n'assistais pas. Donc c'est tout à fait naturel. Franchement. Tu avais une année gratuite. Mais au début, j'assistais pas au stage. Je me rappelle, j'ai fait un mois, j'avais pas encore digéré. J'étais rebelle. J'étais devenue rebelle, tu vois. J'étais devenue vraiment rebelle jusqu'à mon père me disait, Mina, babu kourne. J'aime comment les parents ils abordent la situation. Non, babu kourne, ok. Babu stage à l'hôpital. À quoi stage? Bakizoa. Non, j'ai pas envie d'y aller. Je disais clairement que j'ai pas envie d'y aller, que en fait tout le monde m'énervait, surtout la fac là. Quand je mettais pied à la fac là, j'avais mon rythme cardiaque qui s'accélérait, comme si je venais à un endroit où voilà quoi, il y avait un mauvais truc qui m'attend. Tu vois ce que je veux dire? À l'hôpital, tout le monde m'énervait. Et franchement, c'était pas contre les gens, hein. C'était juste le ressenti que j'avais encore. J'avais pas encore digéré, je pense. C'est vrai, j'avais ma bonne humeur, je vivais ma vie, tout ça, mais ça faisait encore mal, ça faisait mal. Ça fait toujours mal. Oui. Une question. Tu vois, l'année que j'ai repris, l'année suivante, heureusement, hein, je ne sais pas comment ils ont fait ça, les matières que j'ai repris, c'est le même service que je devais faire. So, c'était vraiment simple pour moi. Pneumo avec Asia, les yeux fermés, tu pouvais composer. Oui. Cardio après aussi. C'était simple. Mais l'année prochaine, où tu dois en fait faire ta rentrée avec tes cadets de l'année passée. Comment tu l'as vécu? Non mais ça, c'est dur, hein. Voilà, je pensais pas que ça allait être dur comme ça. Ouais. Parce que moi, déjà, comme je l'ai dit, je n'assistais pas au cours. Et tu te retrouves en fait sur le lieu de stage avec un nouveau groupe de camarades que tu ne connais pas. Ils ne te connaissent pas. Et vu qu'ils ne te connaissent pas, eux, ils vont se mettre en tête, soit tu es un redoublant, soit tu es quelqu'un qui chante beaucoup les stages et cette année, on t'a obligé à revenir. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, clairement, moi, quand on était... Genre, je pense que quand ils ont vu mon carnet, ils ont compris que j'étais une redoublante. Et l'étiquette de redoublante, là, ça fait mal. Ça fait... Et nos cadets, franchement, ils sont pas très polis. Et je suis tombée dans une équipe plutôt où, au début, on avait du mal à se comprendre. Parce que comme je le disais, j'ai raté vraiment un mois de stage. J'étais une rebelle. Je refusais d'y aller. Et à la fin, il y avait le maître de service, le maître de stage qui voulait me voir pour que je vienne au moins expliquer mon absence. J'étais partie, je pense que 2 fois. J'étais partie juste 2 fois. Après, je suis restée à la maison. En fait, j'avais pas le courage d'y aller vraiment. Donc, je suis pas partie. Il a fallu au 2e service où vraiment je me suis conseillée. Le 2e service, quand même, j'ai commencé à aller, c'était à la maternité. Je commençais à aller, tout ça, j'étais vraiment impliquée. Et du coup, quand j'ai commencé à aller à la maternité, je me rappelle, il y avait les camarades qui disaient « Ah, Mina la chômeuse, franchement. » Avec les cadets? Oui, je m'en foutais clairement. Je m'en fichais de ce qu'ils pouvaient penser. Je me disais qu'au moment là, eux, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est. Je me disais que quand ça va leur arriver, je ne leur souhaite pas, ils vont comprendre. Et donc, on est arrivé comme ça, jusqu'à je me rappelle, il y avait un cadet qui me disait, clairement, que si j'ai repris l'année, c'est parce que je ne bosse pas. J'ai dit, ok. Il dit que tout celui qui reprend l'année, c'est qu'il le mérite, c'est parce qu'il ne travaille pas, nanana. J'ai dit, ok, d'accord. C'est tout ce que je lui ai dit. Tu sais, il y a des choses, tu n'as pas la force et le courage de répondre à quelqu'un. Il y a des choses dans la vie, c'est la vie qui t'éduque. Donc ça, là, j'ai laissé à la vie l'éduquer. Et je te promets, il a repris une année. Oula. Wallah, il a repris une année. Et quand il a repris l'année, je te jure, il est revenu, il m'a écrit. Il m'a dit qu'il me... En fait, moi, je ne savais même pas qu'il avait mon numéro. Je ne savais même pas où il avait eu mon numéro. C'était pour me dire, en fait, que vraiment, il regrette ce qu'il m'a dit, en fait. J'ai dit, tu m'avais dit quoi? Il me dit, qu'il m'avait dit que si j'avais redoublé. Parce qu'ils avaient même fait de ça un débat. Hein. Oui, ils avaient fait de ça un débat. En mode, eux, ils ne peuvent pas comprendre comment quelqu'un va venir jusqu'à il faut, tu reprends l'année. Je dis, il n'y a pas de souci. Comme ils ne me connaissent pas, ils ne peuvent pas savoir. Ils ne peuvent pas savoir. Exactement. Oui. Ils ne me connaissent pas. Donc, quelque part, ça fait mal. Mais je ne lui en voulais pas. Je me disais, la vie va l'éduquer. Et je te promets, il a repris l'année. Ça m'a fait de la peine pour lui. Parce que
d'après ce que j'ai compris, en fait, il vient d'une famille qui est plutôt défavorisée. Il se débrouille avec la bourse pour tout ça, tout ça, tout ça. Et il était venu, il m'a demandé de l'excuser parce qu'il m'avait dit quelque chose qui, selon lui, c'est ce qui a fait en sorte qu'il a redoublé l'année. J'ai dit non. Moi, franchement, j'ai dit, c'est vrai que ça m'a fait mal quand tu l'as dit, mais c'est pas comme si je te gardais rancune, en fait. Et c'est comme je te dis, l'année où j'ai repris la 5e année, j'ai eu beaucoup d'opportunités. Énormément d'opportunités que, en fait, la 5e année, je pense que, pour moi, c'est comme si ça faisait 2 ans. Tellement j'ai eu énormément d'opportunités, machallah, je te jure, non, vraiment, alhamdulillah. Et c'est après, j'ai compris que vraiment, Dieu ne fait rien pour rien. Je me suis dit que, ouais, Dieu a fait ça parce qu'il fallait que tu passes par cette étape pour grandir. Il fallait que tu passes par cette étape pour apprendre certaines choses de la vie. Il fallait que tu passes par cette étape pour te découvrir de nouvelles qualités, de nouveaux défauts, oui, pour que tu puisses faire le ménage dans ta vie, savoir qui est vraiment celui qui mérite d'être dans ta vie ou pas. En fait, j'ai compris que c'était juste une année de grâce. Avec du recul, j'ai retenu cela. Et ça a été une très belle leçon pour moi. Une très très belle leçon pour moi. Sincèrement, c'est vrai que je l'ai vraiment mal vécu au début. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me dis que Dieu a bien fait de m'avoir fait redoubler la 5e année. Et franchement, pour être honnête avec toi, en fait, à un moment, même à la mère, hein, parce que c'est la maman qui a vraiment très mal pris ça, je lui disais que je ne regrette pas du tout d'avoir repris. Maman, c'était beaucoup plus quoi? Tu vois, les services qu'on m'a amenés, j'ai énormément appris. Oui, en effet. Énormément appris. Contrairement à toi, ma nouvelle équipe, la première année, en fait, le premier terrain de stage qu'on a fait, c'était avec des anciens redoublants aussi. Ok. Donc ça va, on se comprenait, on se soutenait. Maintenant, le deuxième service, c'était avec des cadets. Mais des cadets qui étaient très respectueux. Très respectueux. Donc du coup, l'année, c'était plutôt calme. On se comprenait. On était quand même quasiment devenus amis. Le troisième service aussi, ils étaient tellement respectueux. Mais le truc, en fait, tu sais, avec moi, c'est que comme j'étais partie avec cet esprit de rebelle, c'est comme si quelque part, je repoussais les gens. Tu vois, pas repousser dans le sens où je les repoussais, c'est-à-dire j'étais inaccessible. J'avais mis une barrière pour que, c'est-à-dire quand je viens, oui, bonjour, bonsoir, c'est tout. Je ne cause pas, je ne discute pas, tout ça, tu vois un peu. C'est vrai, il y avait 2 cadets que j'ai eu à rencontrer qui ont eu à me parler d'une façon qui n'était pas plutôt agréable. Mais dis-toi qu'avant la fin de l'année, les autres cadets là, on s'est bien entendu. Oui. Franchement, en fait, on s'est bien entendu. Par vous accepter. On est arrivé en 6e année, c'était comme ça, on s'est bien entendu. 7e année, c'était pareil. Jusqu'à maintenant, en fait, genre, puisque tu as fait 6e année avec eux, tu reviens en 7e année. Vous êtes camarades. Exactement. Tu oublies clairement que, voilà quoi, c'est pas tes promotionnaires. Et il y a cette immersion, quand tu t'immerges, en fait, tu te sens comme chez toi, tu te sens à l'aise. Mais au début, tu vois. En fait, petit à petit, tu apprends à les connaître aussi. Comme avec ta promotion Exactement. Et j'ai vraiment accepté que si j'ai repris cette année, c'est qu'il y avait une leçon que je devais apprendre. Même pas une leçon, des leçons que je devais apprendre. Et j'ai retenu ces leçons. Et je te jure, j'en suis sortie plus grande, j'en suis sortie plus forte, j'en suis sortie plus expérimentée. Parce que ça m'a aussi permis de découvrir le monde professionnel avant même d'être docteur, en fait. Et ça, c'est un bel avantage par rapport à... C'est un énorme avantage. Exactement, en fait. Imagine, s'il te plaît, 5e année, je n'ai aucune expérience. Je travaille dans un cabinet médical. Ah oui? Oui! Je finis mes stages obligatoires à l'hôpital direct, j'enchaîne avec le cabinet. Quand je termine avec le cabinet, j'ai mes rendez-vous de henné. Je ne suis pas trop fatiguée puisque le cabinet, souvent, c'est un cabinet... Bon, c'est même pas souvent... En fait, c'était un cabinet qui n'était pas vraiment connu. Donc, il n'y avait pas trop de travail. Ce qui fait que même quand je pars là-bas, c'est assez relax. Tu vois, oui, il y a des patients, mais pas beaucoup comme si... genre au point où je vais trop me fatiguer. Donc j'avais encore un peu d'énergie en réserve. Quand je rentre, j'ai des rendez-vous de henné. Je fais mes henné à mes clientes. Donc en fait, je gagnais mon argent. En même temps, C'était une vie relax. Oui, exactement. Et au cabinet, c'est pas, je gagnais pas de l'argent. Au cabinet, c'était vraiment pour avoir l'expérience, pour vraiment savoir
À être vraiment dans la peau d'un médecin qui doit assumer ses responsabilités. Yeah. Ce qui fait que quand je suis arrivée en 6e, 7e année, c'était plutôt... C'est plutôt en fait... pas compliqué en fait. J'ai appris à assumer mes responsabilités de médecin. Savoir que tout acte que je vais poser, ça aura une répercussion, soit positive ou négative, sur mes patients et sur moi-même. Tout ce que tu feras te reviendra. Donc ça m'a appris la conscience professionnelle. Yeah. Imagine s'il te plaît. Non, j'ai beaucoup gagné. Hein. Franchement, j'ai repris la 5e année, mais j'en suis sortie plus que gagnante. J'ai été modèle photo, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'avais du temps. Et c'est à ce moment que je me suis découverte, excuse-moi, que je voulais créer davantage de contenu santé. Parce que c'est vrai que j'avais commencé en 3e année ou c'était 2e année sur Twitter. Twitter, c'est mon cocon, hein. J'aime beaucoup Twitter. J'aime énormément Twitter. Bizarrement, c'est un réseau social que j'ai toujours du mal à comprendre. Moi, j'aime beaucoup Twitter. J'avais commencé là-bas et même sur WhatsApp, je partageais de temps à autre des contenus sur telle maladie, où je parlais de telle chose, de tel problème de santé publique, etc., etc. Aussi sur la SR, la santé de la reproduction. Mais avec les études, j'ai dû arrêter en fait sur Twitter. Je pense que sur Twitter, j'ai été absente pendant 2 ans, hein, ou combien d'années. Et c'est après, avec le fait d'être modèle photo, sur Facebook, tout ça. J'étais sur Facebook depuis des années, hein, mais j'observais juste les gens. Et puis bon, j'ai une question. Tu vois, avant, j'ai créé du contenu beaucoup plus marketing digital, ce qui me passionnait. Mais avec le temps, je me suis posé la question, et si tu crées du contenu dans le domaine de la santé, ça allait avoir plus d'impact. Et ça allait lier en fait et ton domaine de formation et tes compétences que tu maîtrises. Mais toi, tu as commencé en 3e année, c'est ça? Oui, j'ai commencé en 3e année. Tu n'as jamais eu le syndrome de l'imposteur? Quelque part, ta conscience qui te dit c'est peut-être trop tôt pour le faire? Pas que c'est peut-être trop tôt pour le faire, mais que je n'étais pas légitime. Exactement. Genre, je mets ça dans la même catégorie. Oui, que je n'étais pas légitime dans le sens où je suis encore une enfant, je suis encore mineure, tu vois. Genre, je suis qu'en 3e année. Moi, j'appelle ça que je suis encore étudiant. Oui, exactement. Ou que genre, il y a encore mes aînés de la 6e, 7e année qui sont là. Moi, en tant que 3e année, je vais venir commencer à parler des choses comme ça. Tu vois un peu. Donc, franchement, à ce moment, comme je le disais, c'était en 3e année. Donc, j'étais vraiment absente sur Twitter pendant 2 ans. Par rapport à ce sujet, j'ai arrêté de parler de sujets de santé comme ça. Et vu que je faisais le henné, je me basais plus sur ça, sur mon WhatsApp, sur Snap aussi, tu vois. Et plus le temps passait, plus je me documentais, plus je faisais les stages, plus j'apprenais de mes erreurs, plus je comprenais des choses. Et là où j'ai eu le déclic, c'est lorsque une ONG, une grande ONG ici au Niger, m'a appelée pour un travail de médecin. C'est là que j'ai compris que j'avais vraiment les capacités de donner des conseils sans pour autant être arrogante, tu vois, sans pour autant trop exagérer, sans pour autant me prendre pour quelqu'un qui sait tout. Pour docteur. Exactement, tu vois un peu. Donc vraiment, je donnais juste des petits tips. Des petits tips, tu vois, parce que n'importe qui peut se lever parce qu'il a lu, donner des tips. Et moi, en tant que médecin, je me trouvais, je me trouve, plus de légitimité. Oui, je me trouve légitime de donner des tips santé. Par exemple, imagine tu donnes des conseils sur les positions latérales de sécurité, ou bien des gestes d'urgence, le don de sang. C'est bien. Si tu commences par des petits trucs comme ça, petit à petit, tu expliques. Et tu vas voir que plus le temps va passer, plus les gens vont te poser des questions qui vont te pousser à développer davantage de sujets qui seront de plus en plus grands, tu vois. Et petit à petit, sans t'en rendre compte, hein, tu vas commencer à devenir un peu plus grand, un peu plus grand, un peu plus grand. C'est comme ça, en fait. C'est vrai que je me suis sentie moins légitime à un moment, mais j'ai eu un déclic. Parce que quelque part, je me dis, c'est notre rôle aussi d'éduquer. C'est notre rôle d'éduquer. Aujourd'hui, on a une population qui est là, qui n'a pas d'informations sur beaucoup de sujets de santé, qui ont des pratiques qui sont très nocives pour eux-mêmes. On les voit à l'hôpital. Voilà, tu leur dis, mais on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Ils vont te dire, mais on ne savait pas. Quelqu'un qui ne sait pas, tu ne peux pas le blâmer. Tu vois un peu. C'est vrai qu'il faut chercher la connaissance, mais nous-mêmes, si sur les réseaux sociaux, en tant que médecins, aujourd'hui, nous avons nos smartphones qui sont là. En tant que médecin et toi, en tant que marketeur digital, si toi, tu ne donnes pas des conseils pour que notre population puisse améliorer sa santé, je trouve que quelque part, tu n'es pas encore docteur, mais tu ne joues pas bien ton travail. Exactement. On n'est pas docteur, mais je trouve qu'on peut aider les gens à améliorer leur mode de vie, leur santé,
les campagnes de sensibilisation. Il y a des gens qui ne sont pas médecins, mais qui les font. Exactement. Donc, nous, en tant qu'étudiants en médecine, on a plus de légitimité. Logiquement, en fait. Logiquement. Voilà, c'est nous qui devons le faire. Logiquement. On doit se réveiller. Ouais. Et tu sais, bizarrement, j'ai approché quelques docteurs, certains DES et tout, mais je sentais une certaine réticence. Oui. Et je me demandais pourquoi. Les gens ne sont pas... Bon, c'est vrai que le contenu que je leur propose, il fallait s'exposer. Parce que c'est de la vidéo. Peut-être la plupart d'entre eux, ils ne sont pas à l'aise devant la caméra, articuler leurs idées et tout. Oui. Mais quand même, je sentais une réticence beaucoup plus profonde que ça. Oui, mais après, tu sais, aussi dans le monde de la santé, tu es obligé de dire des choses qui sont vraies, des choses qui sont vérifiées. Qui sont crues aussi. Exactement. Ou bien je n'ai pas bien compris. Genre, c'est-à-dire tu dois dire des choses vérifiées, véridiques, genre où voilà, tous les médecins sont conformes avec ça. Ah oui. Tu comprends ce que je veux dire? Et chaque médecin a son vécu, chaque médecin a sa façon de voir les choses. Tu seras médecin, tu seras docteur, je serai docteur. Ça pourrait que tu as une méthode, genre, bon, il y a plusieurs méthodes en médecine, n'est-ce pas? Tu vas appliquer une méthode qui, moi, je pense que cette méthode-là n'est pas la bonne. Et des fois, il y a aussi l'expérience en tant que médecin qui fait en sorte que ton approche est différente par rapport à celui qui a moins d'expérience ou plus d'expérience que toi. Donc, quelque part, moi, je les comprends. Je me dis que ils ont peur de s'exposer à cela. Ou ils ont peur qu'on leur dise qu'ils font le gros dos. Par exemple, moi, j'ai eu à recevoir des remarques du genre, en mode, tu te trouves, genre, tu te prends trop la tête, tu vois? Parce que tu parles de quelque chose qui a rapport avec ton domaine, on pense que tu es en train d'abuser. On pense que tu es en train de faire la connaisseuse, entre griffes. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, quelque part, je pense que c'est plus une réticence par rapport à ça. Et aussi, ça aurait été que c'était des personnes qui étaient sur les réseaux sociaux, qui partageaient des tips par rapport à leur domaine de spécialité. Ça allait être plus simple pour eux de faire les vidéos dont tu es en train de parler. Si tu devais donner un conseil à Amina d'il y a 5 ans, ou bien Amina qui n'a pas encore commencé la médecine. Donc, Amina qui prévoit de commencer ses études en médecine, quel conseil lui donnerais-tu? D'abord, je vais lui dire d'être patiente avec elle-même. Ne te mets pas de pression. Aie confiance au processus. Tout va bien se passer, mieux même que ce que tu penses. Souvent, on se met trop de pression à cause de... Il y a un idéal qu'on se fixe, il y a un idéal qu'on aimerait atteindre et la pression devient énorme. Alors fais-toi confiance, fais confiance au processus. Tout va arriver à point. Et ça sera même mieux que ce que tu ne penses. Voilà, c'est ce que j'aimerais bien lui dire à la Amina d'il y a 5 ans. Quand tu fais confiance au processus, quand tu fais confiance à Dieu, quand tu as confiance en toi-même, tu peux soulever des montagnes. Tu peux soulever des montagnes. Parce que ça te donne les moyens, en fait, d'atteindre tes objectifs. Ça te donne les moyens de savoir où aller, où ne pas aller. Et surtout, oui, j'ai oublié, à la Amina d'il y a 5 ans, je vais lui dire de savoir dire non. Il faut dire non quand ça ne t'arrange pas. Si tu sais que ça ne t'arrange pas, si tu sais que c'est contraire à tes principes, c'est contraire à toi, ta façon d'être, dis non. Sans t'en vouloir, parce que tu ne dois rien à qui que ce soit. Chaque étape, aussi difficile soit-elle, te rapproche chaque jour de la personne que tu es censé être. À chaque fois que c'est difficile, demande-toi qui tu veux être. Et quand tu visualises la personne que tu voudrais être, dis-toi qu'il faut que tu passes par ce processus pour être la personne que tu es censé être. Et là, ça sera moins difficile. Nous n'avons pas eu, certes, les mêmes raisons pour commencer la médecine, mais nous avons eu à peu près le même parcours. Bizarrement. Bizarrement. Alors, docteur Amina, c'était un vrai plaisir. Le plaisir est partagé. Je reviendrai avec plaisir. Je reviendrai avec plaisir.